Restons courtois, Arthur de Vatrigan. Vous êtes en effet toujours dans Restons courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie, et nous avons le plaisir de recevoir Maximilien Frisch. Maximilien Frisch, bonjour. Bonjour chers amis, merci de m'accueillir. Donc vous êtes, je rappelle, écrivain, critique également, éditeur. Alors, en 2006, vous avez publié votre premier roman, La Prière, aux éditions Le Manuscrit. Un deuxième roman en 2018, L'Impasse du Salut, aux éditions Sans Escale, puis un troisième 2 ans après, en 2020, Apôtre d'opérette, et puis l'année dernière, Folle, qui est ici. Hop, toujours aux éditions Sans Escale, donc un roman d'amour. Exactement. Vous avez collaboré au site Sur le Ring, qui était une revue littéraire en ligne, composée de ce qu'on pouvait appeler la jeunesse danteckienne, en référence à Maurice Dantec, le patron de notre génération, disiez-vous. Maurice Dantec, donc, qui fera l'objet de la seconde partie de l'émission, puisque vous publiez un livre hommage à Dantec, parce qu'en juin, ça sera les 10 ans de sa mort. Ensuite, c'est un bel enchaînement. De la revue, donc de la revue littéraire en ligne Sur le Ring Secret, les éditions Ring. Et là, vous devenez l'un des 2 relecteurs du livre de Dantec, Satellite Sisters. Alors ensuite, il y a eu des petites complications. Un peu. Ouais. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais par contre, on rentrera dans le détail de votre première rencontre avec Dantec et l'expérience en tant que relecteur. C'est quand même quelque chose. Alors en 2013, vous avez créé votre revue littéraire Mauvaise Nouvelle. Puis 3 ans plus tard, votre maison d'édition, Nouvelle Marge, dont vous publiez des romans, des essais, des poèmes, d'écrivains de grand talent, donc comme votre camarade Marco Brégon. Et vous avez expliqué dans L'Incorrect, dans un portrait qui vous avait été consacré, « Je nous vois comme des témoins, nous ne connaîtrons pas la victoire de notre vivant, mais peut-être pouvons-nous contribuer à transmettre la vérité sur l'être de notre civilisation, sur Dieu, toujours comptable des moyens, jamais des résultats. » Une belle ambition. Et une belle description pour eux de maison d'édition. Je trouve que c'est bien dit. On oublie les phrases parfois qu'on pose. Mais c'est dans l'Incorrect, vous savez. On ne vieillit pas si bien. Hein. C'était mieux avant, ce que je disais. C'est toujours mieux avant. Mais avant de nous plonger dans votre parcours, dans votre ouvrage, nous avons une tradition, celle de passer nos invités à la question. Ne perdons pas notre temps. Ils peuvent me tuer, je parlerai pas. Mais moi non plus. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Taisez-vous. Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler. S'il ne fallait lire qu'un seul livre, et vous n'avez pas le droit de dire la Bible. Alors, un prêtre marié de Barbey d'Aurevilly, j'ai découvert assez tard, mais il y a tout dedans, et surtout l'art du conte, au-delà de toute la trame, enfin toute la matière théologique, etc. C'est aussi profond que Bernanos, Blois, etc. Sauf que c'est jouissif dans cet art du conte. Votre pire cauchemar littéraire, un manuscrit qui n'a pas de fin, ou un critique qui comprend rien? Alors ça c'est simple, c'est le critique qui comprend rien, parce que le manuscrit qui ne prend pas de fin, de fait c'est la malédiction dans laquelle tout écrivain est engagé. On ne mettra jamais de point final. Voilà. Par contre, un critique qui comprend rien, être aimé par un con, non, ça c'est insupportable. Dantec ou Houellebecq? Dantec sans hésiter. Un livre qu'il faudrait réécrire? Eh bien moi je pensais à La Nausée, parce que ça a souvent été mon livre de chevet, j'aimais beaucoup. Et je me dis quand même, je le réécrirai aujourd'hui beaucoup mieux que Sartre. Le livre que vous auriez aimé éditer? Alors, je vais vous causer d'un vivant. Ça a été mon dernier coup de foudre. Guillaume Sire a écrit les Grandes Patries étranges, dernièrement, je crois, il y a 1 an et demi à peu près. Et j'en ai rêvé 3 nuits. Ça a été vraiment un coup de foudre. C'est vraiment très bon et j'aurais préféré que ce soit moi qui sorte ce livre, ouais, comme éditeur. 4 écrivains pour un dîner, vous avez le droit de convoquer des morts. Ah, non, alors c'est bien de convoquer des morts, mais c'est vrai que j'imaginais plutôt des vivants justement pour avoir l'occasion de picoler, de passer un bon moment. Alors Guillaume Sire, là que je viens de citer, moi j'aimerais bien l'avoir autour de la table. Sarah Vaïda, qui fut la personne qui a inauguré les éditions Nouvelle Marge, que j'admirais et qui a livré son premier livre aux éditions Nouvelle Marge. Et puis Makin, quand même, il nous faut un académicien toujours à table, parce que il faut, comme ça on sera bien servi, il y aura un peu de tenue. Voilà, et j'avais eu l'honneur de l'interviewer pour l'Incorrect d'ailleurs, il y a quelques années. Et puis alors peut-être il faut le choisir, mon dernier préfacier, Stéphane Barsac quand même, qui nous amènera toute la culture du XXe siècle, tous ceux qu'il a croisés. C'est dommage de se limiter à 4, sinon j'aurais invité bien sûr tous mes auteurs, et dont Marc. C'est pour ça qu'on a dit 4. Ouais. Quel écrivain auriez-vous aimé interviewer et quelle première question lui auriez-vous posée?
Alors c'était assez difficile ça de réfléchir à ça. Moi je pense à Cocteau. À Cocteau et la question vraiment qui me travaille, parce que forcément il y a une phrase de Cocteau dans mon dernier roman, mais c'est comment on fait pour imposer son hypersensibilité au monde et survivre malgré tout. Parce que c'était ça, Cocteau. C'est profond par superficialité, hypersensible, et néanmoins, c'est le grand passeur du XXe siècle. Tous les auteurs, tous les peintres sont passés par lui. Voilà, donc Cocteau, et cette curieuse question qui pourrait nous amener à une réponse sans fin, hein, toute une nuit de réponses, peut-être. Tout un dîner. Si on vous avait demandé si vous deviez réécrire un livre, là, si vous deviez réécrire la fin d'un livre, ce serait lequel? Ah, bah, peut-être le même, parce que comme j'ai réécrit toute la nausée, il y a la fin quand même qu'il faut bien Faut soigner, réécrire. quoi. Quel est le classique le plus surestimé? Alors, ça va pas plaire, hein, ça va pas plaire. L'étranger de Camus, ça me gonfle. Et alors surtout ceux qui en parlent. Ça pourrait ne pas être très grave, l'étranger de Camus en tant que classique, mais alors le gargarisme, tous ceux qui ont tout compris, à l'existentialisme, à l'absurde, oh, l'absurde, comme si... Non, ça m'énerve. Donc, voilà. Et enfin, la perle littéraire que tout le monde a oubliée. Alors, c'est dur à choisir parce qu'on est dans un monde où la postérité semble être dépassée. La postérité est un concept du XXe siècle. Je suis maintenant persuadé. Dante qui est oublié. Solers commence à s'oublier. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, exactement. Non, je pensais à Monterland, en fait. Monterland qui est quand même une intelligence magnifique faite papier, quoi. Voilà. Et je suis pas sûr qu'on lise beaucoup Monterland. On joue un peu encore Monterland, Théâtre du Nord-Ouest notamment. Et s'il fallait en garder qu'un seul de Monterland? La Reine Morte, le théâtre. La Reine Morte. La Reine Morte. Merci beaucoup Maximilien Frisch. Maintenant, on va parler un peu de vous. D'où vient votre goût pour la littérature? Eh bien, j'ai pas choisi en fait. Ça vient de mes 16 ans. J'écris depuis l'âge de mes 16 ans. Et je ne sais pas ne pas écrire en fait. C'est mon vrai problème. Vous savez, pendant des années, j'avais pas d'éditeur et les échecs ne m'ont jamais, persuadé d'arrêter. Voilà. Et j'écris depuis l'âge de mes 16 ans à cause de ce que je raconte dans Folle, et on en parlera peut-être, mais à cause d'une jeune fille tout simplement qui m'a dit et qu'il fallait que j'écrive. Elle m'a engendré en tant qu'écrivain et depuis je n'écris pas, je lui écris, quoi. C'est tout. Mais est-ce que dans votre famille, on lisait des livres? Est-ce Oui. qu'enfant, vous lisiez? Oui. Alors non, pas du tout. Alors c'est ça qui est drôle. Oui, dans ma famille on lisait, c'était une famille quand même instruite, mais moi je n'arrivais pas à lire, ça me donnait la nausée. Les livres pour enfants, je n'ai pas connu de littérature de jeunesse, pas du tout, jamais. J'ai commencé vraiment à trouver, même ils avaient essayé mes parents de me faire lire les livres dont on est les héros, vous savez. Je commence, putain, première page, je meurs. C'était peut-être là mon goût pour la littérature d'ailleurs, de mourir aussitôt avec un livre dont on est les héros. Non, j'ai commencé à aimer la littérature à 14 ans avec Les Hauts de Hurlevent. Mon Dieu, ça m'a pris 1 an pour le lire, mais j'ai trouvé ça formidable. Et à partir de là, j'ai lu lentement, mais tout le temps. Mais du coup, voilà, je suis pas tombé dedans et beaucoup d'amis me disent, mais ne lis pas tel livre, par exemple Barbel, qu'on évoquait tout à l'heure. Tu seras dégoûté, tu arrêteras d'écrire. Mais non, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à écrire d'une façon parallèle. Pas à cause de la littérature. Par contre, écrire m'a donné envie de lire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être un écrivain et se désintéresser de la littérature. Ça, c'est pas possible, au bout d'un moment. Ça, c'est impossible. Donc, et en plus, c'est un prétexte pour écrire. Écrire sur les autres, c'est encore écrire. Donc, c'est pour ça que je lis, pour pouvoir écrire de nouveau des critiques littéraires et autres. Donc, voilà, je suis né en littérature, un petit peu à cause de l'art d'écrire. Un petit peu comme ces artistes, quand Nicolas de Staël dit « Je ne sais pas ce qui a mis en moi cette injonction de le faire, mais je dois le faire ». Mais moi, c'est ça que j'ai ressenti. Voilà. Donc, du coup, j'imite personne, c'est ça qui est pratique. Et alors, c'est très curieux parce que j'ai relu, à l'occasion de la parution de Folle, enfin, avant, de l'écriture de Folle, j'ai relu mes écrits de mes 16 ans. Alors, bien sûr, il y a un peu de fraîcheur, hein. On vieillit, on se patine, j'ai quand même 50 ans, il faut l'assumer. Mais franchement, je ne renie rien. C'était le même ton. C'était cette même phrase qui s'avance tout en se retirant, en s'excusant d'avoir à dire les choses. Non, enfin, voilà, je ne vais pas me parler... Enfin, oui, je parle de moi, puisque c'est le sujet. C'est un peu le sujet de l'émission. Hein. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez? Il y a une pulsion, il y a un besoin.
Mais est-ce qu'il y a des inspirations? Est-ce que c'est les gens que vous croisez? Est-ce que c'est des événements que vous avez vécus ou que vous avez regardés? Ouais, ce Ou qui ce sont des me... obsessions qui traînent? Alors, ce sont des obsessions, ça c'est sûr, parce que tout artiste est un obsédé. Mais ce qui me met en situation de commencer cette page là qui va s'écrire, c'est, comment dire, le fruit d'une observation où l'ironie du sort s'est exprimée. Si vous voulez, l'ironie est le moteur de la création, et le moteur même de la création, de la narration, le moteur de la narration du créateur lui-même, hein. Tel était roi qui finit et cadavre sur la croix, et l'ironie se retourne, et tel est cadavre qui devient nourriture éternelle. Donc, en fait, c'est l'ironie qui crée la narration. Et donc, dès que je peux saisir une ironie, et alors il y en a plein, hein, je pourrais passer mon temps à ça, c'est un prétexte à poser ma poésie. Parce qu'en fait, dans l'art d'écrire, il y a ça, cette jouissance des mots qui s'appellent les uns les autres et qui rentrent dans une espèce de musique. Voilà. Donc, l'observation de l'ironie, et après cette jouissance de l'art d'écrire. Mais il faut quand même avoir à dire quelque chose, hein, parce que sinon on tombe dans l'exercice de style, ça serait méprisable quand même. Il faut à la fois une langue, rendre un peu discrète sa langue, parce que c'est pénible sinon pour les gens. Les grands fans de littérature, les grands fans de Maximilien Frisch, je leur offrirai le Maxi 45, mais en gros, il faut quand même que je sois comestible, donc j'essaye de rendre discrète un peu ma langue, et après d'avoir quelque chose à dire. Il faut toujours quand même si le message n'est pas premier, c'est-à-dire je vais avoir un message, mais finalement je vais me dire à travers ce message deviendra secondaire. Bon, passons. Mais alors j'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de la pétanque pour le style, vous voyez. On envoie la boule, mais au moment d'envoyer avec un peu de force, on la retient. On la retient. Et c'est ça, en fait, l'art d'écrire. Et puis, il faut quand même avoir quelque chose à dire, donc essayer d'atteindre le cochonnet, d'aller droit au but, n'est-ce pas? Donc voilà, l'allégorie de la pétanque pour la littérature, je pense que ça s'était jamais fait, mais... Et alors, l'art d'être éditeur, c'est quoi? Parce que donc, commençons par le début. Vous avez donc créé... on va commencer d'ailleurs par la critique. On finira par l'éditeur. C'est l'avantage quand on écrit, c'est qu'on fait tous les métiers. Ouais. Donc vous avez créé Mauvaise Nouvelle en 2013, qui est donc une revue littéraire en ligne. Comment vous définir cette revue? Ouais, alors c'est un truc d'autocrate, hein. C'est moi le patron, je fais ce que je veux, ça c'est très pratique quand même. C'est pas mal ça. Hein. Pas d'association, je risque pas d'être foutu dehors de Mauvaise Nouvelle, jamais de la vie. En fait, moi j'étais nostalgique de la revue Sur le ring qu'on a évoquée tout à l'heure, je trouvais ça génial. Alors il y avait beaucoup d'actu, beaucoup de politique quand même sur le ring, mais néanmoins il y avait une vraie force. Causeur n'existait pas encore. Enfin, il y avait la modernité, c'était sur le ring. Et puis moi, j'avais proposé à l'époque à Kersan de relancer le truc parce que je m'y retrouvais pas tellement dans la maison d'édition. Et bon, comme je l'ai pas vu bouger, j'ai lancé Mauvaise Nouvelle. Et au début, je lance Mauvaise Nouvelle avec l'idée d'être à la fois glose outrancière de l'actualité, hein, comme on peut le faire parfois à ces micros, et laboratoire du verbe. Et je voulais que ça soit le champ du possible. Après tout, c'est sur le web. Je ne supporte pas cette espèce d'injonction du formatage, d'imiter le mainstream. Il faut que ça soit d'actualité, l'actualité brûlante. Il faut que ça soit pas trop long, il faut que ça soit pas trop court, il faut que le titre clash. Et puis, de toute façon, on s'en fout du texte parce que l'essentiel, c'est l'image. Mais non, mais c'est méprisable. Si j'ai choisi justement cette liberté, c'est pour ne pas imiter le mainstream. Et donc, c'est un lieu, une vaste marge de liberté, hein. Il y a eu des gens qui m'ont proposé des textes un peu longs, des recensions, des choses de très grande qualité, des choses un peu plus futiles. Mais tout le monde a le droit d'exister au moins une semaine, à Mauvaise Nouvelle. Puis après, il y a un autre texte qui arrive, et c'est très bien. Et alors, l'innovation dans Mauvaise Nouvelle, c'est qu'on a fait beaucoup de présentations d'artistes vivants, des peintres. Et ça, c'est rare aussi. Souvent, c'est politique, bien sûr littérature, parce qu'il y a des produits à vendre derrière. Mais alors, la peinture, faire parler des artistes, etc., ça devient un peu plus rare. Et moi, j'avais très envie de faire ça, d'être totalement libre. Et là, effectivement, Mauvaise Nouvelle, par rapport au début, on est beaucoup plus sur la littérature et l'art, un peu la pensée, la poésie, beaucoup moins sur le commentaire de l'actualité. Parce que j'ai moins de temps. Mais vous faites quand même de l'actualité culturelle.
L'actualité culturelle, mais au début, on faisait le commentaire aussi de l'actualité. J'ai écrit Ah oui. beaucoup de papiers méchants sur Macron, beaucoup de papiers méchants sur Hollande, etc. On se faisait plaisir. Mais bon, comme j'ai un peu moins le temps, je sais faire, mais j'ai moins le temps. Alors, c'est quoi Mon un objectif. critique littéraire? C'est quoi un bon critique littéraire? Alors moi, ce que j'aime, ce n'est pas... Il faudrait trouver un autre terme. Vous voyez, on remplace souvent le mot critique d'art par écrivain d'art. Et ce qui m'intéresse, ce serait plutôt être écrivain littéraire, c'est-à-dire écrire sur. Moi, lire un autre est un prétexte à écrire. D'ailleurs, je vais convoquer ma façon d'écrire et finalement aller à la rencontre de l'auteur. C'est pour ça que j'écris quasiment jamais de critiques négatives. Parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie d'aller à la rencontre d'un auteur que je n'aime pas. Mais si vous lisez un auteur et puis vous aimez pas le livre, vous écrivez pas? Rarement. Donc vous Je fais écrivez que ce que vous aimez. Oui. Alors, sur ce que vous avez aimé dans ces, je sais pas, ces dernières semaines, est-ce que vous pouvez nous citer 2-3 ouvrages qui vous ont marqué dans les 6 derniers mois, par exemple? Ben, donc j'ai déjà cité Guillaume Cyr, je vais pas y revenir. Il y a Luc Olivier d'Algange qui a fait des très beaux ouvrages, alors qui ne sont pas narratifs, hein, qui sont plutôt de l'ordre de la, allez, je vais dire d'une façon un peu prosaïque, de la compilation de phrases ou d'idées, mais qui sont d'une profondeur incroyable. Qu'est-ce que je pourrais citer? Je sais pas. Il faut que j'évite de citer Marc, bien sûr, Marc Obregon, qui est publié pas que chez moi, et qui publie de très très bons livres et que je goûte et dont je parle très souvent. Valérie Mollet aussi, qui publie ailleurs que chez moi, que j'ai publié, qui a publié de très bons livres en dehors de chez moi. Sarah Vaida, qui publie au Cherche Midi, qui a publié une très belle dystopie sur l'euthanasie, justement, une histoire d'une femme, Mireille, qui a 69 ans, parce que l'État a décidé que tout le monde à 69 ans devait être euthanasié. Et la Mireille dit plutôt crever qu'être euthanasié, donc elle part et c'est un road trip fabuleux. Ça, c'est très bon. Il y a de très bons livres, puis il y a des livres qui se tiennent sans être excellents, mais qui méritent qu'on en parle. Alors, écrivain, c'est quoi le terme que vous avez dit? Écrivain littéraire? Écrivain littéraire, oui, on Écrivain pourrait littéraire déposer et donc cette marque. éditeur. Mhm. Alors, vous avez créé votre maison d'édition, Nouvelle Marge. Ouais. Alors, pareil, vous avez créé votre revue, on a compris pourquoi. Pourquoi vous avez créé votre maison d'édition? Au-delà, juste parce que c'est vous le patron et que vous faites ce que vous voulez. Là aussi, oui, je suis complètement autocrate à Nouvelle Marge. Parce que vous ne trouviez pas de maison d'édition qui vous convenait, il y avait un manque quelque part dans la littérature française aujourd'hui? En fait, quand j'ai créé Nouvelle Marge, je n'étais pas édité moi-même. Et quand on est chrétien, parfois, on essaye toujours de lire le sens des choses. Pourquoi je ne suis pas édité alors que je faisais l'effort, avec l'impasse du salut notamment, d'essayer de rembourser de mes dons, de mes tares reçus, en essayant de faire louange quelque part. Eh bien, j'y réfléchis, je cogitais, je me dis, s'il veut pas que tu sois édité, peut-être qu'il attend de toi que tu sois éditeur, ce qui est une vaste connerie, parce que de toute façon, la seule chose qu'il attend de moi, c'est d'être un saint. Il veut pas que j'écrive des bouquins, ni que j'en édite. Mais bon, peu importe, on essaye d'avoir cette lecture, et donc je décide à ce moment-là de lancer ma maison d'édition. Je me dis, après tout, avec de mauvaises nouvelles, j'étais déjà en situation d'éditeur, puisque j'accueillais des auteurs qui écrivaient, donc pourquoi pas continuer, prolonger cette logique-là. Et c'est pile au moment où je décide de lancer ma maison d'édition que moi-même je trouve un éditeur. L'ironie du sort. L'ironie du sort est le moteur de la narration du créateur, encore une fois. Alors je ne pouvais pas lâcher, je ne pouvais pas dire c'est bon, j'ai trouvé l'éditeur, je deviens plus moi-même éditeur. Donc j'y suis allé. Et ce que je voulais, c'était donc Nouvelle Marge, parce que c'est l'inversion des lettres mauvaises nouvelles, Nouvelle Marge, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre du révolutionnaire. Pourquoi? Le centre est occupé. Le centre est occupé et bien occupé. Donc j'ai eu le sentiment avec Internet, avec ces marges qui nous étaient données, que nous pouvions exister, voire que nous devions exister, et que nous devions élargir la marge. C'est-à-dire prendre la marge comme on prend le large, et puis se tourner le dos à tous les potentats de la littérature qui occupent le centre. Mais c'est quoi la marge? Parce que vous dites le centre est occupé, c'est quoi le centre? Comment on définit le centre? Est occupé par Gracie, Mareuil, enfin les cinq, là, Albin Michel, Gallimard, etc. Le centre est occupé par des potentats. Il y avait 5 critiques littéraires qui faisaient la pluie et le beau temps, hein, et après, tous les autres étaient des copistes de ces critiques littéraires. Donc,
on va arrêter quand même d'envoyer en service presse à Télérama ou à l'ancien là, de France Inter, maintenant il n'y est plus, voilà, ou à Traquenard, on va arrêter d'envoyer des services presse. On sait qu'ils se moquent éperdument de nous, qu'ils ne sont que des agents du capitalisme littéraire. Donc en fait, voilà. Donc la marge, c'est tourner le dos à ces gens qui occupent le terrain et puis se dire, nous allons faire ce qu'il nous semble le plus honnête de faire. Et on n'aura peut-être pas la gloire, mais en tout cas, on existera et on aura posé des actes honnêtes avant de mourir. Voilà, c'est ça la marge. Mais je pense que ce que vous faites à l'incorrect, ce qu'on fait ici à Radio Courtoisie procède de la même logique. C'est-à-dire qu'on sait que France Inter ne nous accueillera pas pour Restons Courtois, donc on va le faire ailleurs. Ça, je confirme qu'ils c'est pas tout de suite qu'ils vont nous accueillir. On sait que le Figaro ne nous accueillera pas comme directeur littéraire ou directeur de la publication. Eh bien, on va créer le média qui nous ressemble. Alors, c'est quoi un éditeur? En quoi consiste le métier d'éditeur? C'est quoi un bon éditeur? Un bon éditeur, c'est d'abord quelqu'un qui choisit son auteur, qui choisit le livre. C'est-à-dire, vous choisissez un livre. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher un livre, vous n'êtes pas un chasseur de livres. Non, on vous envoie des manuscrits. J'en reçois, voilà. On m'en envoie. Il y a des gens qui pensent à moi, j'en reçois beaucoup, malheureusement. Et en fait, c'est là aussi une rencontre. On tombe amoureux d'un livre, d'une langue d'abord. Moi, j'ai besoin d'une langue et d'un message. L'auteur a une langue et c'est pas un prof qui s'est mis à écrire simplement. C'est quelqu'un qui a cette injonction de devoir écrire. Un style. Exactement, un style. Et puis quelque chose à dire, parce que si c'est juste dire, regardez, j'ai de l'or au bout des doigts, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Voilà. Oui, c'est quand même raconter une histoire, c'est chiant. Voilà, c'est bien pour une sorte d'adolescence de la création, mais au bout d'un moment, il faut aller à la rencontre des autres. Donc, il faut leur dire des choses, donc se faire un peu plus discret et raconter une histoire. Et dans cette histoire, y déposer une petite leçon de philosophie, idéalement. Et là, c'est le livre idéal. C'est le livre idéal. Voilà. Et donc, moi, voilà, une fois que je choisis ce livre, il y a un travail avec l'auteur parce que je lui fais souvent réécrire des choses. Et normalement, un bon auteur qui va chercher un éditeur attend ça de l'éditeur. Une lecture constructive où il va donner les derniers coups de rabot qui vont rendre le livre très, non pas efficace comme le capitalisme le veut, mais efficace pour aller à la rencontre des gens. Voilà. Moi, il y a des auteurs que j'ai fait réécrire jusqu'à 4 fois leur roman, mais parce que j'avais déjà décidé de le publier. Et si l'auteur me dit « je n'y touche pas, je suis un génie », malgré Dostoïevski, malgré Bernanos, moi j'arrive et on ne touche pas à cette virgule, mais je dis « vous n'avez pas besoin d'éditeur à ce moment-là, monsieur, passez votre chemin et faites le travail vous-même. » Voilà. Et alors, une fois que vous avez donc atteint ce que vous souhaitiez, ce que vous avez détecté dans la première version, dans le premier manuscrit, ça se passe comment? Parce que, il y a éditer un livre, c'est recevoir, l'imprimer, c'est peut-être à la portée de tout le monde. Peut-être qu'il y a un métier particulier d'ailleurs, une mise en page, une impression. Oui, c'est vrai que quand on voit des livres auto-édités et des livres édités, le résultat n'est absolument pas le même. Et non, alors, d'un point de vue technique, comment vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Il y a un travail un petit peu artisanal, c'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle la PAO, c'est-à-dire que la mise en page d'un livre, et ça se calibre page après page. Pour que ça soit joli, qu'il n'y ait pas des mots coupés d'une façon moche, etc. Le choix de la police est important. Il y a bien sûr toute la relecture au niveau de la typo, de la ponctuation. Donc c'est assez laborieux finalement, mais assez jouissif parce qu'on construit un objet. Vous voyez, on transforme finalement une pensée. Alors l'écrivain a transformé sa pensée en texte et on transforme un texte en objet. Un objet qui va circuler. C'est pour ça que j'ai jamais fait de l'édition, vous savez, dématérialisée, là. J'ai essayé de m'y intéresser, mais j'y arrive pas, quoi. J'ai envie quand même d'aller jusqu'à l'objet. Parce que justement, aujourd'hui, si on va jusqu'à l'objet, parce qu'il y a plein d'autres façons d'écrire, hein. On a parlé de mauvaises nouvelles, on peut écrire sur le web n'importe où, hein. On n'a pas besoin de... Mais, donc, il y a un paradoxe d'aller jusqu'à l'objet pour rendre l'objet, finalement, retour à la case départ numérique. Et ensuite, une fois que vous avez l'objet, il y a toute partie de distribution. Ouais. Alors ça, on dit il y a le réseau Hachette, il y a, voilà. Ouais. Alors comment ça fonctionne Alors c'est très simple. La chaîne du livre, donc il y a l'éditeur, alors il y a l'écrivain, c'est comme en agriculture, hein. L'écrivain c'est la vache, bon voilà. Marc Obregon, vous êtes une belle vache. Voilà. L'éditeur c'est l'agriculteur, et derrière on a le commerce. Et le commerce, c'est diffuseur et distributeur.
généralement qui sont associés, qui appartiennent aux grandes maisons d'édition, donc mes concurrents, hein, qui, lorsqu'on signe des contrats avec eux, moi j'en signe pas, j'ai renoncé, n'ont aucune, bien sûr, obligation de résultat, mais même pas une obligation de moyens en disant je vais installer le livre dans X librairie. Non, ils prennent le livre. Les commerciaux qui ne lisent pas les livres, qui vont juste noter le nom d'un auteur et un pitch, décident de l'installer ou pas, selon la sensibilité qu'ils ont, selon la capacité de vente. Si vous êtes déjà un auteur qui a déjà publié, qui n'a pas vendu, à ce moment-là, il ne l'installe pas. Il faut prendre un pseudo. C'est pour ça que lorsqu'on va voir des grandes maisons d'édition, ils nous disent souvent on vous publiera peut-être, mais de toute façon, on dira que c'est un premier roman et vous vous appellerez Bachibouzouk. Ils diront nous avons révélé Bachibouzouk. Voilà. Donc, la chaîne du livre, voilà, qui prend 60% du prix du livre, en gros. Et derrière, il y a le libraire. Donc, moi, j'ai renoncé au diffuseur-distributeur. Donc, je suis autodiffusé, autodistribué. Alors, du coup, moins présent en librairie, mais de toute façon, je crois que je ne le serai pas, même si j'avais signé avec un diffuseur. Bon, voilà, c'est comme ça. Et il y a le libraire, bien sûr. Hein, Allez, je vais être méchant. Vous voulez que je sois méchant? Oui, Les allez-y. libraires, je les appelle donc les épiciers du livre. Il y a de très bons libraires, peut-être, hein, mais ça reste des vendeurs de cartes postales, donc on va se calmer. La plupart se prennent pour des critiques littéraires. Tout le monde est déplacé, quoi. Voilà, les journalistes se prennent pour des écrivains et les boutiquiers se prennent pour des critiques littéraires. Bon, quand le vrai héros, qui est le lecteur, va commander un livre chez le libraire, va commander un livre de marque, par exemple, chez le libraire. Ben, l'épicier va prendre 40% de marge. Moi, je vais lui envoyer le livre et le héros aura sauvé la culture en allant commander son petit libraire. Bon, sauf que à chaque fois qu'effectivement on parle de sauver la culture, on dit il faut sauver les libraires. Non, ça c'est du poujadisme en fait. Hein. Ils sont marrants, les gens de gauche, ils font du poujadisme. C'est extraordinaire. Mais qui sauve les petits éditeurs? Hein, moi, quand je vais voir un libraire, déjà, il tire une gueule pas possible. Oh, encore un écrivain, encore un éditeur. Ben, quand même, réjouissez-vous, c'est notre métier commun. Bon, bref, c'est pas grave. Et alors, qui nous sauve? Je ne sais pas. Peut-être bien, moi en tout cas, j'ai été sauvé au début par Amazon. Ah, le vrai scandale, c'est-à-dire Par Satan personne. Par Satan personne. Moi, j'ai rien d'autre. Hein, qui peut nous rendre visibles à part ces plateformes? Voilà. Et puis c'est vrai qu'en plus, généralement, elles sont plus réactives. Alors, à un prix, peut-être si on regarde l'arrière-cuisine, c'est pas très beau. Mais c'est vrai que quand on voit nos camarades libraires qui refusent d'éditer des livres parce qu'ils ne sont pas assez de gauche à leurs yeux et que quand ils le font, il faut le commander, ça prend 4 semaines. On te verse assez facilement et rapidement chez le diable américain. En parlant de diable, il est 19h. Écoutez ce petit message et on se retrouve tout de suite après.